Cependant, les tensions familiales n'étaient pas apaisées pour autant. Maxou, croisant Aimé dans un couloir, lui confia rapidement que son cher frère Aimé le prenait sans doute pour un simple charcutier plutôt que pour un véritable médecin. Il tenta de justifier cette opinion en expliquant que Cyril avait peut-être eu l'occasion de voir les patients après les interventions. Aimé, touché par cette confidence, remercia gentiment Maxou pour sa franchise et sa façon de lui parler. Pris d'un élan d'affection soudain, Maxou demanda s'il pouvait l'embrasser, mais Aimé préféra calmer ses ardeurs, suggérant d'attendre un peu que l'épidémie de boutons purulents sur le visage du professeur se calme. Afin de maintenir une surveillance constante sur son frère turbulent, Strauss décida d'installer un système de communication original. Il expliqua à Cyril qu'il s'agissait d'un appareil de type talkie-walkie initialement conçu pour les enfants. Le système était si sensible qu'au moindre bruit suspect, il se déclenchait automatiquement. Le récepteur principal se trouvait directement dans la salle de garde des infirmiers. Strauss rassura son frère en lui disant que s'il rencontrait le moindre problème, il suffirait de parler dans l'appareil. Pour lui tenir compagnie, le professeur annonça fièrement qu'il avait fait venir des scouts. Cyril, peu enthousiaste, constata qu'ils étaient au nombre de 3. Strauss tenta de minimiser la situation en demandant de ne pas faire d'histoire à propos des scouts. C'est alors que les louveteaux entrèrent dans la pièce d'un pas timide. Ils saluèrent poliment l'assistance d'un bonjour collectif. L'un des enfants remarqua immédiatement la présence d'une personne malvoyante dans la pièce, s'exclamant qu'il y avait une bigleuse. Strauss ordonna aux enfants de ne pas faire d'histoire et annonça qu'il avait allumé la lumière. Cyril, agacé par cette intrusion, demanda ce que les enfants avaient à le regarder ainsi, se décrivant comme souffrant de scoutophobie. L'infirmière Béatrice Goldberg intervint alors pour clarifier la situation, affirmant avec force qu'elle n'était absolument pas scout. Jacqueline, une autre employée, reçut les remerciements d'Aimé pour son aide. Maxou, observant la scène, qualifia Cyril de petit chou, rappelant à Strauss qu'il s'agissait tout de même de son propre frère. Strauss, dans un accès de mauvaise foi caractérisé, rétorqua qu'il ne pouvait absolument pas être son frère tant il le trouvait moche. Aimé tenta de redorer le blason du patient en signalant qu'il était chirurgien de profession, mais Maxou le corrigea immédiatement en affirmant qu'il était plutôt un charcutier. Strauss expliqua à l'assistance que son frère plaisantait, qu'il était parfaitement habitué à ce genre de pique et que cela prouvait à quel point il l'adorait, qualifiant ces échanges de petits jeux rituels entre eux. Dans la salle de repos, la télévision diffusait un documentaire animalier particulièrement cruel qui captivait l'attention de Clara. La voix du narrateur décrivait avec un réalisme saisissant comment l'antilopine pala donnait naissance à son petit dans la savane, alors qu'un groupe de hyènes affamées l'avait déjà repéré. Le commentaire soulignait qu'il était déjà trop tard pour le pauvre nouveau-né. Le petit antilopio, avec son placenta encore fumant, se faisait cruellement dévorer sous les yeux impuissants de sa maman. Le narrateur concluait sur une note philosophique concernant la loi terrible de la nature, affirmant que la loi était dure mais qu'elle était juste. Jamel, constatant l'état de détresse de sa collègue face à l'écran, lui demanda si tout allait bien. Clara, les larmes aux yeux, gémit que le petit antilopio était mort. Jamel tenta de la réconforter en lui suggérant amicalement qu'il ne fallait peut-être pas regarder ce genre d'émission télévisée dans l'état psychologique où elle se trouvait actuellement. Selon lui, ce n'était pas bon du tout pour son moral chancelant. Il lui proposa plutôt de trouver un programme gai, un divertissement léger qui ne fasse pas réfléchir du tout. Clara, absente, demanda à quelle heure passait l'émission fin 2. Jamel insista sur le fait qu'elle n'avait vraiment pas l'air d'aller bien et qu'il faudrait faire un effort pour retrouver un peu la pêche et ressentir à nouveau la joie de vivre. Dans un élan de générosité, il proposa d'aller lui chercher une boisson fraîche. Il revint quelques instants plus tard avec une canette à la main, adoptant un ton décontracté inspiré de la culture urbaine. Il lança des expressions de banlieue pour amuser la galerie, affirmant qu'il apportait un super coca. Il mit Clara en garde en lui disant de faire attention car la boisson piquait la gorge, vantant les mérites du système américain de gazéification. Il s'extasia devant le bruit du gaz qui s'échappait de la canette, décrivant la sensation des bulles comme quelque chose d'incroyable et de super. Sabri entra à son tour dans la pièce, interrompant le moment de détente. Jamel lui demanda ce qui se passait ici. Sabri expliqua qu'il souhaitait simplement discuter un peu avec Clara et demanda à son ami de sortir pour leur laisser de l'intimité.
Jamel s'exécuta en bougonnant que ça allait et que c'était bon, mais il ne put s'empêcher de faire remarquer que Clara était nettement moins pénible lorsqu'elle était encore à l'école avec eux. Restée seule avec la jeune femme, Sabri reprit son enquête psychologique improvisée. Clara, sombrant à nouveau dans la déprime, avoua qu'elle se sentait totalement nulle. Elle rappela qu'elle avait désormais 37 ans, qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'elle n'était toujours pas mariée et que, pour couronner le tout, elle devait vivre avec le fardeau d'avoir un cul de chinoise selon les critères de Sabri. Ce dernier tenta de la rassurer maladroitement en lui disant qu'elle était superbe ainsi. Clara rétorqua qu'évidemment, un homme comme lui se foutait complètement de la beauté extérieure. Elle révéla alors un grand secret, confessant qu'elle avait subi une opération de chirurgie esthétique et qu'elle s'était fait faire un lifting. Elle déplora le fait que absolument personne ne s'en était aperçu dans son entourage, alors qu'il lui restait encore 46 mensualités financières à rembourser pour cette intervention. Sabri tenta de trouver les mots justes, affirmant qu'elle était dure avec elle-même car son lifting l'avait rendue superbe et qu'elle était vraiment bien ainsi. Cyril, entendant la conversation depuis son lit grâce au système de haut-parleurs, intervint pour demander si tout allait bien pour eux. Sabri en profita pour critiquer ouvertement les goûts vestimentaires et physiques de Clara, affirmant qu'elle manquait cruellement des attributs d'une femme d'un roi et qu'elle possédait un cul d'une tristesse absolue. Il conseilla à Clara d'être gentille et de garder ses commentaires pour elle. Changeant de sujet, la patiente demanda au médecin présent si elle allait pouvoir bientôt remarcher normalement. L'un des praticiens répondit par la négative de manière catégorique. Il expliqua à la pauvre dame qu'il était désolé de devoir lui annoncer une telle nouvelle, mais que selon la science médicale, le genou était une articulation qui ne guérissait jamais complètement. La patiente, paniquée, voulut savoir s'il pouvait y avoir d'autres complications médicales à craindre. Le médecin confirma qu'il n'y avait que cela dans ce genre de pathologie et qu'un genou malade était une affection extrêmement grave. Dans le couloir, Jamel et Sabri se croisèrent à nouveau, l'ambiance du Paris planant toujours au-dessus d'eux. Sabri salua poliment les messieurs présents, qui lui répondirent que tout allait bien pour eux-mêmes. Sabri expliqua qu'il voulait simplement montrer un objet à aimer. Il sortit un papier de sa poche et demanda à son ami s'il aimait cette preuve. Il expliqua qu'il l'avait mise là en attendant la fin de la journée et constata avec satisfaction que pour l'instant, c'était lui qui menait au score et qui gagnait le pari. Jamel, agacé, reconnut qu'il gagnait pour le moment, mais que la journée n'était pas finie. Revenant aux affaires de l'hôpital, Jamel prit Sabri à partie concernant le cas critique du professeur Strauss. Il insista sur le fait qu'il fallait à tout prix trouver une solution pour s'occuper du médecin en détresse, affirmant que la situation avec son frère ne pouvait plus durer ainsi. Il prit le visage de Strauss comme preuve, affirmant que son état cutané ressemblait désormais à l'objectif lune et qu'il fallait agir sans tarder, même s'il ignorait encore quoi faire exactement. Sabri refusa immédiatement de s'impliquer directement dans cette affaire, affirmant qu'il s'occupait déjà activement du cas de Clara. Jamel tenta de le remercier pour sa gentillesse, mais il fit remarquer que la pauvre Clara se trouvait déjà suffisamment dans la merde comme cela sans qu'il soit nécessaire d'en rajouter. Sabri lui demanda de patienter 2 secondes et se lança dans une grande tirade pour justifier sa démarche thérapeutique improvisée. Il expliqua à Jamel que si un jour il parvenait à décrocher un rôle d'acteur pour incarner un psychologue à l'écran, cette expérience concrète avec Clara allait lui être d'une aide précieuse pour sa carrière. Il considérait cela comme une superbe opportunité professionnelle. Il révéla alors son diagnostic, affirmant que selon lui, Clara faisait tout simplement le complexe du homard. Jamel, perplexe, répéta l'expression en parlant de homard complexe. Sabri confirma et ajouta une analyse psychologique poussée, décrivant Clara comme une vieille adolescente vulnérabilisée, hésitant perpétuellement entre la solitude et la vie de groupe, ainsi qu'entre la norme sociale et la normalité. Jamel, impressionné par tant de vocabulaire technique, lui demanda s'il n'avait pas lu un livre de psychologie récemment. Sabri nia farouchement, affirmant qu'il avait sorti cette analyse tout seul de sa propre réflexion. Il demanda à son ami de lui laisser 10 minutes seul à seul avec la patiente pour régler définitivement son problème. Sabri retourna donc voir Clara avec la ferme intention d'évacuer son traumatisme psychologique. Il adopta un ton professoral et lui annonça qu'ils allaient régler son problème une bonne fois pour toutes. Selon lui, il existait une véritable fracture interne en elle et il était nécessaire qu'elle parle pour s'en libérer.
Il estima que l'origine du mal devait remonter à sa tendre enfance et l'invita à s'exprimer librement. Devant le silence de Clara, il l'instigua à dire tout ce qui lui passait par la tête à cet instant précis. Il décida alors de pratiquer le test d'association d'idées et lui demanda ce qu'elle voyait juste en face d'elle. Clara répondit qu'elle voyait un frigo de couleur blanche. Sabri rebondit immédiatement sur les mots, affirmant que le blanc symbolisait la virginité perdue et que le frigo représentait le froid glacial de la solitude, qualifiant l'objet de simple appareil électroménager révélateur. Il en tira une conclusion hâtive et particulièrement farfelue, demandant à Clara si elle ne s'était pas fait violer par un vendeur de chez Darty lorsqu'elle était plus jeune. Devant le regard horrifié de la jeune femme, il comprit que la réponse était négative et décida d'éviter d'être trop brutal pour le moment, promettant d'y revenir plus tard dans la séance. Il décida de passer à une autre série de questions conçues pour l'aider à prendre conscience de sa situation. Il lui demanda de but en blanc ce que cela lui faisait d'avoir absolument tout raté dans sa propre vie. Constatant que Clara se remettait à pleurer, il fit remarquer avec ironie que les personnes dépressives étaient décidément bien sensibles. Il réitéra son désir de lui venir en aide, affirmant qu'en un seul mot bien choisi, il était capable de lui redonner la patate et l'énergie nécessaires. Il analysa son problème en affirmant que physiquement elle ne s'acceptait pas et qu'elle éprouvait de grandes difficultés à franchir le cap de la cinquantaine. Alors qu'elle tentait de protester, il lui imposa le silence en répétant des chutes à plusieurs reprises. Pour conclure sa consultation gratuite, il lui suggéra purement et simplement de se faire un nouveau lifting pour régler ses complexes. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Jamel et Aimé s'affairaient autour du corps endormi de Cyril. Jamel s'exclama que tout était parfait et qu'avec la dose massive de somnifères qu'il lui avait administrée, l'homme était parti pour dormir pendant au moins 24 heures d'affilée. Il invita son complice à venir voir le résultat de plus près. Aimé s'approcha du lit et fut impressionné par l'inertie du patient, poussant des jurons de surprise et demandant s'il n'était pas carrément mort. Jamel lui ordonna de se calmer et d'arrêter de s'agiter, affirmant qu'il n'avait rien fait de mal. Se posa alors la question de la suite des opérations pour aider le professeur Strauss à briller auprès de son frère. Jamel proposa une idée radicale, suggérant de lui casser proprement le bras. De cette façon, le professeur Strauss serait obligé de l'opérer en urgence et passerait instantanément pour un chirurgien en chef et un héros aux yeux de son propre frère. Aimé trouva l'idée excellente et approuva la stratégie. Cependant, pour réaliser cette opération, il leur fallait un outil adapté, comme un petit marteau. Jamel se rappela qu'il y avait un chantier de construction juste à côté de l'hôpital et proposa d'aller voir s'il y avait quelque chose d'utile qui traînait sur place, promettant de ramener une pioche si jamais il ne trouvait rien d'autre. Aimé commença à émettre des doutes légitimes sur la pertinence de cette méthode forte, craignant que casser le bras soit une mauvaise idée car Strauss ne saurait peut-être pas comment opérer une telle fracture compliquée. Jamel décida alors de modifier le plan initial. Il proposa de simplement lui déboîter l'épaule de manière propre, en faisant passer la blessure pour les conséquences d'un service de tennis beaucoup trop violent. Aimé lui fit remarquer avec ironie que le patient n'avait probablement aucune envie de jouer au tennis à ce moment-là, et encore moins avec une épaule luxée, traitant Jamel de parfait imbécile. Il ajouta que son ami était décidément bien différent des autres personnes normales. Devant l'hésitation générale, Aimé pressa Jamel de passer à l'action et de déboîter l'épaule du dormeur. Jamel refusa catégoriquement, affirmant que c'était au tour de Sabri de s'y coller. Sabri, qui venait d'arriver, déclara que la chose était totalement impossible pour lui. Jamel lui rappela que puisque c'était Sabri qui avait eu l'idée originale en premier lieu, il était tout à fait logique que ce soit lui qui exécute la sentence. Sabri finit par céder en grognant que c'était bon, tout en plaignant le pauvre patient qui allait subir l'opération. Il tenta de se rassurer en affirmant que même si le geste était spectaculaire visuellement, cela ne faisait pas tellement mal en réalité. Aimé, le regardant faire, précisa qu'il ne parlait pas du patient, mais bien de la montre qu'il risquait de perdre. Le lendemain matin, Cyril se réveilla avec une douleur diffuse et s'étonna de sa situation auprès des médecins. Il déclara qu'il ne comprenait absolument pas comment il avait bien pu faire pour tomber de son lit d'hôpital et se luxer l'épaule de la sorte sans même se réveiller un seul instant au cours de la nuit. Aimé tenta de faire diversion en affirmant que parfois, les événements de la vie ne s'expliquaient pas forcément de manière logique. Pour illustrer son propos,
il raconta sa propre histoire concernant un calendrier de poche qu'il avait soigneusement posé sur son bureau de travail un soir. Il affirma que le lendemain matin, l'objet avait mystérieusement disparu de la pièce. Selon sa théorie personnelle, il s'agissait sans doute d'une espèce de genre de lutin de la forêt qui était venu subtiliser l'objet pendant la nuit alors qu'il dormait profondément. Cyril trouva cette histoire de calendrier particulièrement étrange et intrigante. Il demanda à Aimé s'il était certain de ne pas l'avoir bêtement égaré par mégarde dans un autre endroit de la maison, comme sur une commode ou sur un guéridon. L'infirmier reconnut que la remarque n'était pas stupide et promit de vérifier cette hypothèse dès son retour chez lui. Quoi qu'il en soit, Aimé rappela que la priorité du jour était que le professeur Strauss remette son bras en place immédiatement. À ces mots, Cyril se cabra et refusa catégoriquement que son frère le touche, rappelant qu'à l'époque de l'école, Strauss était déjà totalement incapable de disséquer de simples grenouilles en cours de biologie sans découper également le bocal en verre qui les contenait. Entendant ces critiques, Strauss entra dans la pièce en regardant ses propres mains. Il déplora le fait que ses pauvres mains tremblaient de manière incontrôlable, affirmant qu'il lui était impossible d'opérer dans de telles conditions. Désespéré par son propre manque d'assurance, il déclara qu'il allait tout simplement aller se suicider pour se remonter le moral. Aimé intervint fermement pour lui interdire de poser des questions et lui ordonna d'opérer son frère sans plus tarder, pressant le pas à grands coups de hop. Strauss se lamenta de la difficulté de la tâche, demandant comment on pouvait exiger de lui qu'il opère un frère qui était à la fois un mythe vivant, un chef scout respecté et un leader de meute. Aimé lui demanda d'oublier totalement le fait qu'il s'agissait de son propre frère de sang. Pour l'aider à surmonter son blocage psychologique, il lui suggéra d'imaginer qu'il était un simple vétérinaire de campagne et que le patient sur la table d'opération était un sanglier sauvage blessé qu'il devait réparer afin qu'il puisse rapidement retrouver ses amis les animaux dans la forêt, mentionnant ses amis les lapins, ses amis les marcassins et ses amis les autres sangliers.